Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Vous êtes président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée. Et puis bien sûr, vous avez été le candidat La France Insoumise, candidat à la présidentielle. Vous êtes vu aujourd'hui encore par les Français comme l'un des meilleurs opposants à Emmanuel Macron. Vous disputez d'ailleurs cela plutôt avec Marine Le Pen. Avec vous, on va prendre 2 heures. Prendre du recul sur vos propositions, vos positions, votre stratégie. À 19 h, Alain Duhamel vous fera face sur la question notamment du rapport aux institutions. Vous qui avez dit « la République, c'est moi ». Et puis Eugénie Bastier, vous la connaissez, essayiste et éditorialiste au Figaro, qui viendra pour vous faire face sur les questions notamment de communautarisme à 2 jours d'un discours attendu d'Emmanuel Macron sur ces questions. Simplement une petite précision. Cette émission, on l'avait programmée avant que n'éclate l'affaire Griveaux. On n'avait pas forcément prévu ce soubresaut. Personne ne l'avait prévu. Je voudrais commencer par cela. Puis on s'en serait bien passé, pour être honnête. Et tout le monde s'en serait sans doute bien passé. C'est ce que vous estimez, clairement. Oui. Et je pourrais, si vous voulez, si j'étais un opposant classique, rappeler à quel point Griveaux a pu être grossier, vulgaire, brutal avec nous, avec les gilets jaunes et tout. Mais je crois que quand on aime la démocratie, la chose publique, on doit aussi se sentir responsable. Et ce procédé est ignoble qui a été utilisé contre lui. Il transforme le pays en une espèce d'assemblée de voyeuristes. C'est répugnant. Et puis c'est pour abattre quelqu'un. Ce sont des faits qui sont punis. Et j'espère qu'ils le seront. Parce que nous avons droit à une vie privée, qui que nous soyons. Et enfin, je dirais que celui qui s'est installé en justicier, ce monsieur Pawlanski, qui a, comment dire, pour lui c'est de l'art tout ça, hein, d'après ce que j'ai compris. Il se présente comme un artiste politique. Oui, ben justement, cette forme d'art est une forme totalitaire, parce qu'il s'autoproclame justicier, et au nom de ça, il fait valoir un point de vue, une manière d'être qui est totalement réactionnaire, qui est de l'ordre moral, qui est une personne toute seule décide qui est coupable de quoi. C'est absolument infect. Et je crois que c'est ça qui l'emporte en moi. Je condamne fermement le recours à ce type de méthode dans le combat politique. On va y revenir parce qu'il y a une garde à vue. En effet, c'est une déflagration. Vous aviez tout de suite dit ce que vous venez de répéter. Vous aviez dit « Insoumis ne participer d'aucune façon au règlement de compte dont Benjamin Griveaux fait l'objet. Non, tous les coups ne sont pas permis. Ils ne sont pas permis, mais le mal est fait. » Qu'est-ce que ça dit de notre époque ? Des choses, si vous voulez, qui sont assez banales, finalement. De tout temps, on a aimé les ragots, les rumeurs. Il ne faut pas non plus, maintenant, prendre tout d'un coup l'air effarouché. Les rumeurs au village, c'est pas ça nouveau. Existait aussi. Bon non, quand les gens attendaient leur tour au moulin, quand ils allaient faire moudre leur grain, ils passaient leur temps à ça, à raconter ce qu'ils avaient entendu. Au demeurant, si je devais être un peu anthropologue à ce moment, je vous dirais que c'est un phénomène qui est bien connu et étudié. Les êtres humains ont besoin de rumeurs et de ragots pour adapter leur comportement les uns avec les autres. Donc c'est pas nouveau. Mais de tout temps aussi, on a su mettre des coupe-fils, quoi. Ça s'arrête. Mais de nos jours, la possibilité de répandre d'une manière extrêmement rapide un ragot en augmente la portée. Mais il ne faut pas non plus tomber dans un autre excès qui consisterait à dire c'est la faute des réseaux sociaux. Non, c'est la faute de ceux qui les utilisent de telle ou telle manière. Les réseaux sociaux restent globalement un moyen de liberté. Au demeurant, les réseaux sociaux dont on parle, qu'est-ce que c'est? C'est Twitter qui a permis de colporter l'affaire, dont les 2/3 des adhérents sont des gens qui sont en région parisienne. Il n'y a pas besoin de se protéger davantage. Il n'y a pas besoin, comme l'a dit par exemple Emmanuel Macron, ou comme certains commencent à le dire à la République En Marche, de mettre davantage d'anticorps, de barrières. Oui, enfin tout ça, et après quoi, on n'en finit plus. D'aller espionner, surveiller, contrôler. Bon, c'est à nous tous, adultes et capable de prise de décision libre, de ne pas nous faire les agents de la propagation de n'importe quoi. Vous n'enlèverez jamais... C'est quand même curieux que ce soit des libéraux qui ne le comprennent pas. Le principe de responsabilité individuelle, il est central dans un pays libre. Et entre gens libres, notre liberté est d'autant plus grande que nous l'assumons avec responsabilité. Responsabilité individuelle de ceux qui ont diffusé ces vidéos, mais également de Benjamin Griveaux ? Je vais vous dire non. Il fait ce qu'il veut. C'est sa vie. Et ceux qui l'ont frappé
l'ont fait d'une manière que je trouve assez infâme, parce qu'ils n'ont tenu compte de rien, ni du contexte, ni de ses responsabilités personnelles à l'égard de sa famille. Et ce n'est pas à M. Pawlowski d'estimer qu'est-ce qu'un bon comportement ou un mauvais comportement privé. Je trouve que l'affaire est infâme dans tous ses aspects. Alors après, j'ai trouvé étrange qu'on vienne me chercher noise des fois à propos de M. Branco, qui est un avocat qui a été candidat insoumis, mais qui n'a jamais, qui nous a quittés et oui, qui, la dernière fois qu'il s'est exprimé en public, s'en est pris à un d'entre nous, François Ruffin. Donc nous n'avons plus de rapport politique. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'à posteriori, vous vous dites pas, parce qu'en effet, Juan Branco, il a eu l'adoubement de la France insoumise, il a été candidat, il a porté vos couleurs en 2017. Est-ce que vous vous dites pas, a posteriori, j'ai un regret d'avoir donné jamais, mon nom mais jamais de la vie. Monsieur Branco est actuellement dans son rôle d'avocat de Monsieur Pawlowski. Est-ce que quelqu'un a dit dans La République En Marche qu'il regrettait d'avoir investi M. Sonforger, qui était à La République En Marche et qui a diffusé cette vidéo? Ou bien cet autre avocat qui a diffusé lui aussi cette vidéo et qui est lui aussi à La République En Marche. Enfin, écoutez, je ne peux pas devenir responsable de tous ceux qui, un jour ou l'autre, ont voté pour moi. C'est 7 millions de personnes. Bon, quant à M. Branco, je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Lui, il n'a pas juste voté pour vous. Il vous a représenté. Vous lui avez donné votre investiture. Vous lui avez donné votre onction. Oui, oui, absolument. Enfin, vous moi non, mais la commission électorale. À ce moment-là, vous avez souhaité en 2017 qu'il vous représente à l'Assemblée. Et alors? Pas de regret. Vous vous dites pas a posteriori... c'est un peu comme si je regrettais d'être venu à votre émission parce que j'apprendrais quelque chose de déplaisant sur vous. Ça n'a pas de sens. Rapport. Vous ne m'avez pas donné votre fonction. Je vous établis le rapport. Je n'ai pas l'étiquette. Vous n'avez pas donné une étiquette. Vous ne m'avez pas choisi pour vous présenter. Je ne suis pas votre candidat. Pourquoi insinuez-vous, madame, qu'il y aurait un problème avec M. Branco? Vous l'accusez de quelque chose? Je dis qu'il y a un lien de vous à lui, qu'il a aujourd'hui revendiqué, en tout cas des méthodes. Il ne revendique pas du tout les actes de Piotr Pawlowski, mais il a estimé qu'il fallait pouvoir utiliser, il l'a dit à plusieurs reprises. D'accord. Vous voulez dire que, par exemple, M. Dupond-Moretti, qui a été l'avocat de... Non, bien avant l'affaire Pawlowski, depuis longtemps déjà, il estime, et il a théorisé tout à fait, l'idée qu'il n'y avait pas de vie privée, contrairement à ce que vous dites vous aujourd'hui, en disant chacun doit pouvoir avoir... Mais vous avez un collègue, M. Plenel, qui a dit que les hommes publics ne devaient pas avoir de vie privée, si vous permettez que je dise quelque chose. Bien sûr. Et ensuite, que voulez-vous dire à propos de M. Branco? C'est lui qui a rompu avec moi et pas l'inverse. Et au demeurant, aujourd'hui, je ne vois pas ce qu'on lui reproche. Et pourquoi on ne reproche rien à tous les autres? Et pourquoi, à intervalles réguliers, on vient dire la France insoumise, etc. Qu'est-ce que la France insoumise a à voir avec cette histoire absolument abjecte et dont on condamne la forme? Je l'ai dit, je crois, assez clairement. Ce que je veux montrer du doigt, c'est comment, une nouvelle fois, à l'occasion de quelque chose avec quoi nous n'avons rien à voir, on en profite pour essayer de nous jeter un peu de la bouillasse. Oui, mais il se trouve qu'il a eu l'étiquette La France Insoumise. Donc c'est vrai qu'il y a un fil. Vous savez qu'il est passé sur le même trottoir que vous. Il y a un fil. Il y a un rapport peut-être. Vous l'avez reçu ici peut-être? Je vous crois trop intelligent pour pouvoir faire... Vous avez tort, je ne suis pas aussi intelligent qu'il vous semble. Les deux. Mais madame, vous êtes en train de... Non, je dis juste qu'il y a un fil. Oui, oui, vous dites juste. Et vous ne pouvez pas reprocher qu'on se dise il y a un fil. Ça y est, nous y sommes. Voilà. Donc les téléspectateurs vous voient créer un fil entre l'affaire Griveaux et moi alors qu'il n'y en a aucun. Je dis simplement... Et que je viens de dire le contraire. C'est un procédé totalement déloyal, mais bon... C'est le vôtre. Je dis simplement que Juan Branco a été effectivement candidat à la France Insoumise. Voilà. Il a été votre et M. avocat. Sonforger n'a pas été député. Mais tout à fait. Mais mais vous ne le dites jamais, ça. Alors là, il n'y a aucun problème, Jean-Luc Mélenchon. Je suis 100% d'accord avec vous. Mais qu'est-ce que ça fait avancer, madame? M. Sonforger a été élu sur le nom d'Emmanuel Macron. Regardez, on madame. En est 100% d'accord. Non, alors, écoutez, qu'est-ce qui est important à ce moment où vous avez une responsabilité et moi aussi? C'est la protection que nous devons à l'espace public. Donc je me comporte en responsable en disant ce sont des méthodes infâmes. Je les condamne absolument. Vos propos ont Tous été mes amis l'ont condamné. Pourquoi essayez-vous de créer malgré tout un lien entre Juan Branco, Griveaux et moi? Juan Branco et moi, nous avons eu une divergence politique que je ne connais pas d'ailleurs, mais qui l'a conduit à me quitter. Quand il est parti de la France Insoumise, nous avons eu droit à des titres pour signaler. Pour moi, c'est donc que je suis tenu dorénavant pour responsable de tout le monde pendant toute ma vie. Ben non, c'est pas possible. Donc, comportez-vous comme moi, c'est-à-dire assumez le rôle que nous avons tous d'essayer de faire vivre l'espace public aussi dignement qu'on le peut. Quand un journaliste a dit qu'un homme public n'avait plus droit à la vie privée, eh bien, personne ne l'a condamné. Je condamne. Tout à fait.
Vous êtes d'accord pour dire que c'est pas acceptable? Je pense que tout le monde doit avoir le droit à une vie privée. Jean-Luc Mélenchon, dont acte. Est-ce que vous estimez que c'est la poursuite quand même de la violence de la société dans laquelle on est aujourd'hui? Est-ce que l'affaire Griveaux est totalement isolée, ou est-ce que ça vient au bout de cette montée de violence dont on a le sentiment qu'elle repousse chaque jour les limites? Certainement, ça ne fait aucun doute qu'on vit dans une société très violente et où bon nombre, alors moi je peux parler que de la violence que je connais parce qu'on m'en parle, c'est la violence de la souffrance de millions de gens qui ont l'impression que la société est découpée entre les uns qui se gavent et les autres qui souffrent. Et puis, vous avez des gens qui peuvent dire tout et n'importe quoi pendant des semaines sans qu'on y trouve à redire. Par exemple, des gens ont montré du doigt les musulmans pendant des semaines, et c'est tout juste si on ne les cajolait pas en leur disant « vous n'avez pas encore quelque chose à dire ». Il y a encore 24 heures, il y a une ex-élue de La République En Marche qui a dit que la candidature de Madame Dati à Paris était une tentative d'islamisation de la capitale. Donc on voit que ce niveau de violence... bon, c'est en tout. Et bien sûr, à chacun de nous d'essayer de combattre ça. Moi, vous savez, on m'a interrogé des dizaines de fois. Je crois qu'après chaque manif, on me dit alors, vous condamnez la violence, comme si mon rôle aurait été une espèce de curé universel à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Chaque fois, j'ai toujours dit je suis contre les stratégies de la violence. Et j'ai expliqué à mes amis, c'est une erreur, car cela nous isole. Et quand ça nous isole, nous sommes moins puissants, parce que le seul recours que nous avons, c'est de faire valoir notre nombre. Si nous entrons dans les violences, nous nous marginalisons, nous ne convainquons plus, et l'adversaire a gagné. Est-ce qu'il y a une tentation dans une partie de la gauche d'aller vers cette violence? Alors non, dans la droite et l'extrême droite, oui. Parce que moi-même, j'ai fait l'objet d'une tentative d'assassinat qui ne venait pas de la gauche, ni des musulmans, mais qui venait des identitaires du sud de la France qui comptaient m'assassiner avec un lance-flamme et en jetant des grenades dans le public. Ils avaient également l'intention de couper la gorge à M. Castaner. C'est pour vous dire que pour l'instant, les actes les plus violents ont été fomentés par deux catégories d'individus. Des islamistes qui ont assassiné un pauvre prêtre, et puis de l'autre côté, des identitaires qui ont essayé de me tuer et qui fomentent continuellement... Vous le révélez ce soir, je n'en avais pas entendu parler, ou alors peut-être parce que la presse n'avait pas fait suffisamment bien son travail, mais... Écoutez, si, il en était beaucoup question, parce qu'on avait même interrogé le ministre de l'Intérieur pour lui demander pourquoi il avait mis 4 mois à me prévenir que j'étais en danger de mort. Et il a répondu que j'avais été suivi par la DGSI. Moi, j'ai mis les pouces, je ne me bats pas avec un service de renseignement. Voilà. Non, oui, tout le monde en a parlé à l'époque. Donc il y a ces deux violences-là pour vous? Pour l'instant, je ne vois que ça dans le paysage. Est-ce que la violence des manifestations, est-ce que la violence qu'il y a pu y avoir, est-ce que le fait aujourd'hui de devoir presque, quand on manifeste, le faire avec des moyens qui sont nouveaux? Je pense même à une manifestation tout à fait pacifique. Il y a quelques jours, les internes des hôpitaux qui ont manifesté. Et le premier rang, ils étaient nus ou torse nu. Parce qu'ils estiment que ça va davantage marquer les esprits. Est-ce qu'on a basculé dans quelque chose? Alors, il y a plusieurs éléments que vous citez. Oui, il y a une violence dans les manifestations, celle de la police. Est-ce qu'on a besoin du spectaculaire et du violent? Alors, attendez. Commençons d'abord par la violence elle-même. Pour l'instant, la violence qui mutile et qui tue, ce n'est pas celle des manifestants, c'est celle de certains policiers. Ensuite, il y a ce que vous dites, c'est la société du spectacle. Et si vous écoutez ce que disent ceux qui se sont mis à moitié nus, il dit « si nous ne sommes pas entendus, du moins serons-nous vus ». Et c'est vrai qu'on a l'impression que quoi qu'on dise, le pouvoir, le régime n'écoute pas, ça ne l'intéresse pas. Et qu'il récompense plutôt les malfaisants, comme par exemple on l'a vu pour le préfet l'Allemand qui avait félicité les policiers qui avaient battu le député insoumis Loïc Prud'homme, ou par exemple aujourd'hui la nomination de Madame Buzyn, qui se fait dans la semaine où une infirmière a été assassinée par manque de personnel dans la psychiatrie, et où l'hôpital public est partout en révolution parce que c'est un effondrement. Il y a donc une volonté du pouvoir de montrer une forme d'inflexibilité, d'inhumanité à l'égard de la société, avec une conception de l'idée de gouvernement qui est extrêmement brutale, qui est du genre, vous voyez, vous n'êtes pas d'accord, mais ça fait rien, je vous l'imposerai quand même de force. On va y revenir dans un instant, mais vous avez évoqué de vous-même la candidature d'Agnès Buzyn, j'y venais. Agnès Buzyn, qui était donc jusqu'à présent, qui l'est encore à l'heure où on se parle, ministre de la Santé et des Solidarités, en charge notamment aussi des retraites. Elle sera finalement la candidate La République En Marche à Paris en remplacement de Benjamin Griveaux. Est-ce que vous estimez que c'était le moment, que c'est judicieux? Comment vous voyez ce mouvement?
je crois qu'elle vient pour éteindre la lumière et fermer la boutique, parce que la campagne de La République En Marche à Paris est terminée. Hein. Alors pourquoi? Parce que Mme Buzyn représente ce que des millions de gens dans ce pays, quelles que soient leurs opinions politiques, ne peuvent plus approuver. C'est la destruction de l'hôpital public et de tout ce qui va avec. Et par conséquent, Daniel Simonet, qui est notre candidat à Paris, a eu raison de dire que les gens ne s'y tromperont pas et ne se laisseront pas abuser. Donc je considère que c'est une fin de partie, quoi. Elle vient là pour fermer. Alors après, le président de la République, dont on dit qu'il a joué un grand rôle pour la convaincre, alors qu'elle n'en avait pas envie. Il y a encore une semaine, elle a dit qu'elle n'en avait pas envie. Le président a fait un choix dont les motivations paraissent étranges. Il choisit quelqu'un pour nous montrer à quel point il n'en a rien à faire de ce que disent les gens. Dans l'hôpital public, nous en sommes à 11 mois de grève. Il choisit la femme qui est responsable de ça pour la mettre en scène et en valeur. Responsable de ça, on y revient dans un instant. Jean-Luc Mélenchon, on marque une pause et on revient justement avec cette information, notamment Agnès Buzyn, qui est donc la candidate de La République En Marche, qui le sera pour Paris. À tout de suite. On poursuit cette soirée avec vous, Jean-Luc Mélenchon, hein, et en même temps de 2 heures avec vous. On parlait à l'instant de la question de la violence dans la société. Vous avez d'ailleurs dit que vous estimiez que Agnès Buzyn avait une forme de responsabilité pour tout ce qui se passait aujourd'hui, y compris pour le fait que certains, vous avez évoqué cette infirmière qui a été assassinée par manque de personnel, dites-vous, oui, dans l'hôpital psychiatrique. Est-ce que vous estimez que Agnès Buzyn, elle est responsable aussi de ça? Non, on ne va pas accuser personnellement quelqu'un d'un meurtre ou d'une complicité. Ce serait abject. C'est pas ça qu'il faut faire. Mais dire, oui, il y a une responsabilité de l'organisation de la politique de la santé publique qui a conduit de nombreuses personnes à se suicider. Ce n'est pas... Là, nous avons un cas terrible d'un meurtre. Et puis aussi, de nombreuses personnes à se trouver dans une situation de détresse absolue. Qui n'a pas aujourd'hui dans ses connaissances quelqu'un qui est passé et qui a attendu des heures aux urgences ou qui... Donc, le système de santé publique en France a été mis en situation de thrombose, d'embolie, par la politique que pratique Mme Buzyn. Ça, c'est sûr. Le fait qu'elle s'en aille, d'ailleurs, alors qu'on est dans cette crise... On pense que peut-être que ça va permettre de passer à autre chose. Peut-être que le pouvoir... Mais je ne le crois pas, parce que M. Macron, en désignant Mme Buzyn, il dit quelque chose aux Français. Bon, ni vous ni moi, nous sommes dans cette profession, on en profite, c'est tout. C'est-à-dire, quand on est malade, on va se faire soigner. Mais les gens qui sont là, imaginez-vous, vous avez 11 mois de grève, vous avez tous les grands chefs de service hospitaliers de ce pays, qui sont des médecins de toutes, comment dire, ils sont pas de mon bord, hein, souvent, bon, sont tous les bords, souvent de tous les bords, mais il y a beaucoup de gens pour qui la politique n'est pas un sujet, qui sont conservateurs, mais qui sont essentiellement branchés sur leur métier, qui sont en état d'insurrection contre cette politique. Et c'est le moment où la réponse que leur apporte le président de la République, c'est « je désigne pour Paris ». Donc je mets en scène, je mets en lumière, je félicite, je récompense Madame Buzyn qui est responsable de cette situation. Donc je pense que les gens vont le comprendre et ça m'étonnerait que ça lui profite. Venons-en justement aux réformes des retraites qu'elle portait également au gouvernement. La réforme des retraites, elle arrive en débat à l'Assemblée nationale demain. Elle est passée par la case commission spéciale. Ça ne lui a pas réussi, cette réforme, puisque vous avez obtenu ce que vous estimez être une victoire en empêchant la commission spéciale de pouvoir aller jusqu'au bout de ses travaux. Vous les avez noyés, en quelque sorte, sous les amendements. Mais vous dites, la bataille ne fait que commencer. Eux, à La République En Marche, ils disent que vous avez piétiné le travail parlementaire. Vous leur répondez quoi? Que cette noria, ce mot que vous avez utilisé et que beaucoup d'entre nous ont du coup redécouvert, les avoir noyés sous les amendements, c'était quand même une stratégie pour Non, c'est leur... oui, bien sûr, mais eux, de leur part, c'est parce qu'ils n'ont rien à dire. Parce qu'en réalité, je m'étais aperçu très tôt, je suis président du groupe, c'est mon travail de faire ça, qu'il était impossible de passer le texte de 65 articles dans les délais qu'ils avaient prévus, parce qu'ils n'auraient pas été submergés s'ils n'avaient pas eux-mêmes accéléré, enfin, c'est un temps qui est programmé. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, nous avons intérêt à les obliger à discuter de tout le contenu de la loi dès le début du texte. Parce qu'en effet, au début du texte, on annonce les principes généraux de la loi et on envisage déjà les questions de financement. Bon, je ne vais pas saouler nos auditeurs avec la technique parlementaire, mais quand j'ai vu ça... c'était une stratégie, une vraie stratégie. Oui, je me suis dit... nous devons faire deux choses. Les obliger à discuter du fond dès le début et pas nous renvoyer sans cesse ce qu'ils ont essayé de faire aux articles qui viendraient après et qui ne viendraient jamais.
Et deuxièmement, être assez présent tout le temps pour pouvoir argumenter. Est-ce que vous allez continuer? Est-ce que maintenant que le texte arrive en débat à l'Assemblée nationale, en séance plénière, est-ce que là, vous allez continuer cette séance d'obstruction? Oui. Vous avez promis un feu d'artifice. Oui. Alors nous allons là aussi faire la technique de la Noria, c'est-à-dire, vous savez, c'est très dur pour moi d'organiser et pour mes camarades, nous sommes 17 seulement. Les Républicains en marche, ils sont 300. Donc le tour de rôle d'un Républicain en marche, c'est 1 mois et demi. Le tour de rôle d'un insoumis, c'est 2 jours et demi. Bon, c'est très compliqué à organiser, mais on va le faire. On va tenir bon, on va utiliser tous les moyens de procédure à notre disposition. La censure, si les socialistes la signent, elle sera déposée dès le début. S'ils ne la signent pas, bon, on attendra qu'ils soient disposés à le faire. Nous allons présenter une motion référendaire, c'est-à-dire pour obtenir un référendum avec les communistes. Et ensuite, l'émotion, enfin bref, nous allons être présents avec beaucoup d'amendements. Jean-Luc Mélenchon, je vous demande un instant, on découvre en direct les images d'Agnès Buzyn qui s'exprime pour la première fois depuis que l'on apprend qu'elle va prendre le relais de Benjamin Griveaux pour la campagne à Paris. J'ai décidé aujourd'hui de présenter ma candidature pour cette élection à la mairie de Paris. J'y vais avec cœur, avec engagement, avec sérieux, avec détermination. J'y vais pour gagner. J'ai toujours vécu dans cette ville, j'y suis née, j'y ai travaillé, j'ai élevé mes enfants, je la connais. Je connais aussi ses problèmes. Je pense qu'il faut les régler, avec calme, avec détermination. Et je suis venue aujourd'hui chercher la confiance des Parisiennes et des Parisiens pour améliorer la qualité de vie et le quotidien de ceux qui y vivent. Ce ministère a besoin d'un engagement plein et entier dans la période actuelle, vous le savez. J'ai donc décidé de remettre ma démission au président de la République et au Premier ministre dès ce soir. Et je sais que ce ministère est préparé et ils sauront trouver un successeur qui évidemment prendra en main ces sujets d'importance. Voilà, à bientôt, merci. Vous le voyez en direct, on va revenir bien sûr sur la question des retraites et le débat qui s'ouvre demain. Plaît, un commentaire oui, bon, non elle fait pitié. Bon, elle dit j'ai décidé de présenter ma candidature. Il y a une semaine, elle a dit qu'elle ne pouvait pas parce qu'il y avait le coronavirus et que ça fait 11 mois que tout le monde est en grève dans ce secteur. Donc elle y va parce qu'on lui a dit d'y aller. Ce n'est pas sérieux. Elle arrive, elle ne s'est pas intéressée au dossier avant. On le comprend d'ailleurs, elle a autre chose à faire, cette femme. Bon, voilà. Sic transit gloria mundi, on dit en latin, ainsi passe la gloire des choses. Elle est en route, donc, Agnès Buzyn, pour Matignon, où elle va remettre, donc, elle l'a dit, sa démission. Revenons-en à ce qu'on disait tout à l'heure, la question des retraites, la réforme des retraites. Est-ce que ce que vous faites, ça sert à quelque chose? Est-ce que vous pensez quand même qu'au final, cette réforme, elle va être améliorée grâce à vous? Est-ce que c'est uniquement un travail dans le rapport de force, dans la stratégie, ou est-ce que sur le fond, vous allez réussir à améliorer les choses? Je pense que... Ou est-ce que vous le souhaitez? Non, nous voulons qu'il retire le projet. Parce que tout le monde va y perdre. Le retire, point barre. Oui, ou qu'il fasse un référendum. S'il dit c'est absolument bon pour le pays, j'y crois. Il y a eu d'autres présidents qui croyaient absolument à quelque chose, ils demandent au pays. Bon, là, il voit bien que depuis des mois et des mois, une masse de gens n'en veut pas. Des gens font des grèves pendant 70 jours, 71 jours. Il faut vous rendre compte de ce que ça leur inflige. Pour qu'ils soient dans le courage de faire tout ça, c'est que leur indignation est absolue contre cette réforme. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais même ces régimes spéciaux dont ils ont exagéré l'importance, mais qui ne concernent que 3% de la population, mais qui sont le résultat de négociations sociales extrêmement fines au fil des années, qui tenaient compte de la pénibilité du travail des gens. Tout ça, tout est renvoyé. La comptabilité est faite n'importe comment au point que même les députés La République En Marche ont demandé des explications tellement ils ont l'impression qu'on leur fait faire des choses folles. Tout le monde va y perdre. Ce que les gens n'ont pas encore bien compris. Et c'est pour ça que le débat est important. Vous savez que dans la commission, j'ai levé un gros lièvre, et mes amis en ont levé d'autres. On s'aperçoit qu'il y a des béances totales. On ne sait pas combien va valoir le point de retraite, on ne sait pas à combien on le récupérera au moment d'arriver à la retraite, on ne sait pas à quoi correspond l'indice qui va permettre de calculer combien on vous doit à la sortie. Enfin, c'est une équation à d'innombrables inconnus. Plus personne n'y comprend rien, et on a le sentiment que ça n'est fait que pour une raison, fabriquer un système à points qui permettrait ensuite de passer par la capitalisation.
Mais par la si vous capitalisation. permettez... Ils ont oui. toujours dit, et Emmanuel Macron a toujours dit, que ça n'était pas la capitalisation et qu'il allait préserver le système par répartition. Vous ne le croyez pas, vous estimez que c'est un mensonge? Non, non, il fait une étape. Mais si vous voulez, la capitalisation est déjà présente dans la loi Pacte. Elle est présente à la manière de pousser dans le dos les cadres, peut-être vous-même, à 3 fois le plafond de la sécurité sociale, vous ne cotiserez plus au système de la retraite et vous serez obligé d'aller chercher votre assurance privée. Est-ce que vous ne vous retrouvez pas un peu seul? Demain, ça devait être une journée noire, c'est ce que certains syndicats avaient appelé leurs travailleurs à poursuivre, une véritable grève. On voit que dans les faits, il y a très peu de grévistes qui ont déposé une motion de grève. Il y aura sans doute peu de perturbations dans les transports. Est-ce que ça veut dire que ceux qui étaient les plus motivés contre cette réforme ont renoncé, se sont découragés? Il n'y a plus de grévistes, enfin très peu. Non, je crois que vous appréciez mal la situation. Les gens qui étaient le cœur de la grève, c'était les traminots et les cheminots. Avec d'autres, bien sûr, mais surtout ceux-là qui ont porté ça sur leur dos pendant 60 jours de perte de salaire. Donc beaucoup ont dû rentrer, mais la rage au cœur. Ils ne sont nullement démobilisés ni devenus favorables à cette réforme. Tout au contraire, le nombre de gens qui sont contre a augmenté dans le pays parce que les gens sont allés voir le simulateur, ils ont bien vu ce qui se passerait pour eux. Et surtout qu'on sait qu'on peut faire autrement que ce qui est fait là. Pour ma part, je défends la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Mais je vous demande de réfléchir un instant à ce qui est en cause en prenant un peu de hauteur. Voyez-vous, notre famille politique, au sens très large, celle que j'incarne, avec d'autres, nous avons toujours été ceux qui se battaient pour la réduction du temps de travail. Dans la journée de 8 heures, c'est le cartel des gauches en 1919. La semaine de 40 heures, c'est le Front populaire. Les congés payés, c'est le Front populaire, c'est l'Union de la gauche et c'est Lionel Jospin. La retraite à 60 ans, c'est l'Union de la gauche. Nous avons toujours été la famille qui portait la diminution du temps de travail pour avoir ce qu'on appelait le temps libre. Qu'est-ce qu'un temps libre? C'est aussi bien que moi que les gens qui sont aussi actifs au travail. Il y a d'autres facteurs qui ont évolué. Par exemple, effectivement, l'allongement de la vie. Oui. Est-ce que ça, vous ne dites pas, il y a des choses qui ont changé? Bien sûr. La planète a changé, les êtres humains ont changé. Et est-ce que du coup, il faut en rester à des décisions qui avaient été prises il y a longtemps? Oui, alors vous avez raison, plein de choses ont changé. Par exemple, la vieillesse qui était une malédiction pendant des siècles, enfin, dans les années 80, on a commencé à avoir en moyenne, je sais que des gens ont des retraites tout à fait misérables, mais en moyenne, les retraités étaient sortis de la pauvreté. On va reculer. Ensuite, il y a encore beaucoup trop de gens qui partent trop tard et qui partent trop pauvres. Donc il y a beaucoup de choses à changer, mais pas dans le sens de ce qui est fait là, qui va aggraver la situation. Alors quand vous me dites, je vais me répéter, que l'espérance de vie a allongé, oui, parce qu'on travaille moins. Les gens que vous allez maintenir de force au travail, dont le corps est usé et fatigué, rappelez-vous que vous, moi, notre corps, bien sûr, il participe à notre activité, nos nerfs, le stress, mais nous ne sommes pas contraints, déjà répétitifs, comme le sont le 80% des salariés, dont le corps est usé par le travail. Donc il y a un moment où il faut s'arrêter pour pouvoir, ne serait-ce que continuer à vivre dans des conditions d'une espérance de vie en bonne santé. Aujourd'hui, c'est 63 ans. Vous savez que l'âge pivot que prévoit M. Macron, c'est 64 ans. Donc c'est juste après oui. ce moment où effectivement l'espérance de vie en bonne santé. Si on ne pouvait pas faire autrement, je ne vous dirais pas le contraire. Si le pays avait été détruit, s'il était arrivé une catastrophe, mais ce n'est pas le cas. La productivité a augmenté, la richesse du pays a augmenté. C'est juste une affaire de répartition entre les uns et les autres de la richesse créée. C'est ça la thèse que je soutiens avec mes amis. Vous savez, une augmentation d'un point de salaire, ça donne 2,5 milliards. Alors, c'est pas très difficile, en augmentant les salaires, de se mettre au niveau. D'ailleurs, il n'y a aucun problème financier dans les retraites. Il n'y a pas de crise, c'est pas vrai, il n'y en a pas. Le corps lui-même dit entre 5 et 17 milliards, alors quand même du simple au double. Laurent Berger, ce matin dans les colonnes du Journal du Dimanche, demande effectivement des précisions au minimum, même lui, alors qu'il était plutôt partant pour... lui, si j'ai bien compris, il est plutôt pour un système de retraite à points, avec quoi moi je suis en désaccord complet, mais je trouve que c'est un bon signal qu'il donne en disant, écoutez, ne nous servez pas l'histoire d'équilibre financier, parce que c'est pas vrai, et que si vous en êtes seulement à 17 milliards, personne n'a encore fait le total, mais je vous l'annonce, on le fera.
le total de ce que va coûter la réforme. C'est plusieurs dizaines de milliards. Effectivement, plusieurs dizaines de milliards. Simplement, vous regardez cette image, puisqu'on le disait tout à l'heure, Agnès Buzyn qui avait quitté son ministère et qui est donc dans cette voiture en train d'arriver dans la cour de l'hôtel de Matignon. Et tout à l'heure, elle va monter les escaliers, ce qui sera une deuxième information. Et on va la voir ouvrir la porte, ce qui sera une nouvelle. Mais je ne vous demanderai pas, Jean-Luc Mélenchon, de commenter la montée des marches de Matignon par Agnès Buzyn, simplement de comprendre qu'effectivement, en ce moment même, ce qu'il se joue, c'est donc un changement au minimum au sein du gouvernement, puisqu'Agnès Buzyn prend la suite de la campagne de Benjamin Griveaux. On a parlé de la question des difficultés, des inégalités. Comment vous expliquer? Je voulais vous interroger là-dessus. Il y a une nouvelle étude de la Fondation Jean Jaurès qui montre que les inégalités et le mécontentement social font monter le vote Rassemblement national. Quand les gens sont malheureux, quand ils vont mal, ce genre d'indice, ils se tournent vers le Rassemblement national. Pourquoi vous n'avez pas réussi, alors que c'est vers eux que vous vous tournez? Pourquoi vous n'avez pas réussi à leur donner envie de voter? Oui, bien parce qu'on est nuls, voilà. C'est une explication qui est possible, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, j'en sais rien, moi je vous pose la question. Bah ouais. Alors d'abord, laissez-moi, avec votre permission, juste terminer sur ce que vous m'avez dit, que ça va être quoi la suite? Vous m'avez posé la question, moi je vous ai répondu mon point de vue. Bien sûr. Mais je voudrais vous dire que l'objectif que nous nous donnons, c'est de parvenir à avoir une convergence. Et dès le jour, l'ouverture, nous allons avoir un rassemblement devant l'Assemblée nationale le 17 à l'appel. De demain? Oui, de 200 personnalités, il y a une manif qui arrive là. Donc notre idée, parce que je regrette qu'on n'ait pas encore de structure commune entre les syndicats, les associations et les partis qui sont engagés contre la réforme. Je pense que ça va être ça un peu le tempo. Ce que nous allons essayer de faire, c'est d'avoir à nouveau des démonstrations de force que nous tâcherons de concentrer à certains moments, parce que le prochain rendez-vous intersyndical, c'est le 20 mars, c'est quand même assez éloigné. Donc il faudrait on se propose de trouver une occasion de se rassembler une fois en force, pour notamment vous faire la démonstration que la lutte continue. Maintenant, les orientations, bah écoutez, c'est une lutte. Quel est l'objet de la lutte? C'est la conscience. Pour des démocrates, bon, moi j'ai pas l'intention de convaincre de force les gens, on convainc, alors on est plus ou moins brillant, et on est plus ou moins efficace dans le travail qu'on fait. Alors nous devons ramer plus profondément que les autres. D'abord, pourquoi? Premièrement, parce que nous faisons l'objet d'un bashing permanent. Jean-Luc Mélenchon, regardez, vous êtes là ce soir, vous avez 2 heures. C'est ça. Merci madame. Non mais c'est vrai, vous êtes... Écoutez, si vous ne vous êtes pas aperçu que pendant 1 an, une chaîne de télé a diffusé une scène de moi en train de crier sans expliquer ni le contexte ni rien, c'est que vous ne suivez rien de l'actualité. Nous faisons l'objet d'un bashing permanent. Bon, c'est tout, c'est la vie, c'est normal, on se bat, donc il y a... Bon, à intervalles réguliers, à chaque fois qu'il y a un problème social dans ce pays, il y a toujours quelqu'un qui s'arrange pour ramener le thème de la religion, pour empuantir l'atmosphère et obliger les gens à des clivages qui ne servent pas ceux qui sont les défenseurs de la question sociale. Chaque fois qu'il y a un problème écologique grave, on recommence avec la question des religions. Donc c'est difficile. Mais je ne suis pas d'accord avec vous pour dire... Les gens se tournent principalement vers le Front National. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Hervé Lebras notamment, et c'est les études de la Fondation Hervé Lebras, Jean Jaurès. c'est un démographe. Depuis quand Non, mais qui parle aussi des questions des fractures. Oui, mais bon, la question des fractures. Il ne s'agit pas de minimiser l'importance, et puis c'est l'adversaire qu'a choisi M. Macron, donc il va bientôt ramener de l'eau à son moulin. Là, je vous arrête un instant parce que c'est pas tellement votre style. Là, depuis 3 minutes, vous nous dites bon, en fait, nous on rame parce que on nous fait pas de cadeaux, quoi. C'est plus dur pour nous. Oui. Les médias, Macron qui choisit Marine Le Pen. Oui. Franchement, vous avez le sentiment que Marine Le Pen est favorisée, du coup, à l'inverse? Écoutez, ce n'est pas comme ça que je pose le problème. Je vous le redis, dans une démocratie, l'enjeu de la lutte, c'est la conscience. Qu'est-ce qu'on arrive à dire et à convaincre? Il faut bien admettre que notre famille politique n'est pas très efficace en matière de conviction, parce que pour un oui, pour un non, éclatent des disputes, il y a une mise en cause permanente de la moindre tête qui dépasse, ce qui ne s'est jamais produit à droite et à l'extrême droite. Et puis, c'est vrai que l'encouragement sans cesse à revenir sur le terrain de la bataille des religions la favorise, elle, plutôt que nous. C'est une évidence. Mais pour autant, je ne dis pas c'est la faute des autres. C'est à nous de nous battre. C'est à nous de nous battre efficacement, de convaincre et d'avancer. Et vous verrez qu'à la fin, nous finirons par avoir le dernier mot. Moi, je n'ai pas de doute sur ce sujet. Ce que je ne sais pas, c'est combien de temps ça va prendre. Et là, je trouve ça long. Quand vous voyez que Marine Le Pen, d'ailleurs, a annoncé très tôt qu'elle serait candidate en 2022, vous vous êtes pas dit, tiens, il faudrait peut-être que j'y aille aussi? Non, j'ai trouvé qu'elle avait une manière étrange de régler ses problèmes internes. Mais... après... C'est pour masquer ses problèmes internes pour vous? Est-ce que c'est pas une stratégie assez maligne? Parce que tout de suite, elle se pose comme...
comme oui, mais il y en a plein candidate. qui sont déjà candidats, qui ont annoncé qu'ils seraient candidats, Mais vous qu'ils voulez auraient pas, des candidats. Mais enfin, tout ça, ça serait puéril. C'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est la bataille des retraites. Il faut d'abord qu'on remporte une victoire. Madame Le Pen, elle ne fait rien à l'Assemblée. Elle est députée. Elle pourrait déposer des amendements, les défendre. Encore moins que vous, mais... Elle aurait pu venir à la commission spéciale. Tout le monde peut y aller à cette commission spéciale. Je ne suis pas membre de la commission spéciale. J'y ai passé des heures. Ils ne fichent strictement rien. Ils sont là et puis ils attendent alors que l'atmosphère s'empuantisse pour tirer leur marron du feu. C'est la vie, quoi. Il faut se battre. Tout à l'heure, parce que régulièrement vous avez parlé des questions de religion ou des questions même d'institution. Et on a encore 1 heure ensemble. Vous serez face à Alain Duhamel sur les questions d'institution et face à Eugénie Bastier sur notamment ces questions de vivre ensemble. Un mot sur l'écologie, parce que tout le monde dit que Emmanuel Macron se verdit. S'il y en a bien un à qui on ne peut pas reprocher de se verdir a posteriori, c'est vous. Vous faites partie de ceux. J'en ai souvent témoigné parce que je trouvais ça assez étonnant, parce qu'à l'époque, vous étiez un peu seul à avoir fait de l'écologie un de vos premiers chevaux de bataille. Est-ce qu'aujourd'hui, pour autant, d'ailleurs, pas forcément les gens ne s'en sont pas forcément souvenus, c'est-à-dire que franchement on ne se souvient pas de vous, on ne vous regarde pas en se disant Mélenchon c'est l'écolo. Les autres aujourd'hui se saisissent de cette question-là. Oui. Est-ce que vous estimez que ça y est, c'est devenu véritablement une priorité? Est-ce qu'Emmanuel Macron a un véritable tournant écologiste? Alors d'abord commençons par le début. C'est que le problème, oui, il est incontournable. Et que bon, la discussion qu'il y a aujourd'hui, c'est pas est-ce que le climat va bifurquer. Il a bifurqué. C'est qu'est-ce qu'on fait? Et à partir de là, la question écologique est entrée dans toutes les consciences. Et elle y entre, et il y est répondu, chacun avec l'angle sous lequel il regarde la vie. Vous avez une écologie de marché, qui existe, des gens qui pensent que le marché va régler les problèmes écologiques, et puis vous avez une écologie, tantôt nous on l'appelle populaire, tantôt collectiviste, ou tantôt républicaine, qui pense que c'est par la planification écologique, par la règle verte, c'est-à-dire on ne prend plus dorénavant la nature plus que ce qu'elle peut reconstituer, et c'est ce type de débat qu'il va falloir introduire. L'écologie n'est pas consensuelle. Est-ce que vous dites, bravo, Emmanuel Macron en prend enfin conscience, il verdit sa politique ou non? Il me fait rire. Parce que c'est la 4e fois qu'il fait un tournant écolo. Alors, à force de tourner, on peut dire il tourne en rond, puis il revient au point de départ. Et puis, si vous voulez, tous ceux qui connaissent le dossier sont outrés ou amusés. Parce que le voir aller faire le kéké au Mont-Blanc pour inaugurer une agence qui a un budget moindre que l'année d'avant, voir que le lendemain, son Premier ministre signe une autorisation d'autoroute. Le même jour, ces députés au Parlement européen votent 29 ou 23, je ne sais plus, projets gaziers. Enfin, tout ça, il ne fait pas sérieux. Mais quand vous voyez qu'il a réaffirmé l'objectif d'une neutralité carbone en 2050, est-ce que là, vous dites... OK, on y va, chiche. Ça fait un peu tard, 2050, puis ça ne l'engage pas à grand-chose, il a plus que 2 ans. Donc il devrait se préoccuper. Maintenant, par exemple, là, nous allons avoir le budget de l'État qui va arriver pour l'année suivante. Ah oui, complètement, mais bon, faisons semblant, parce que c'est la vie démocratique, de le prendre au sérieux. Et dire, alors, il dit qu'il est écolo, qu'il va s'en occuper et tout, prenons-le à la parole. Donc, Monsieur le Président, comment se fait-il que vous ayez décidé en janvier qu'on émettra plus de gaz à effet de serre que l'année précédente? Vous l'avez décidé. Alors comment vous faites coïncider ça? Pourquoi vous allez au Mont-Blanc, qui est une des premières victimes du réchauffement, notamment lié, et des gaz qui sont liés à la présence du routier, votre Premier ministre, 24 heures après, signe une autorisation d'autoroute. Tout ça, si vous voulez, c'est électoraliste, mais nous, on en tire quelque chose au passage. C'est que tout le monde se dit, oui, il y a un problème. Donc plus la conscience qu'il y a un problème est là, plus on avance. Mais je vais vous dire, vraiment, je n'ai pas envie de réduire le débat à ça. Je l'ai vu aller au Mont-Blanc. Admettons, très bien. Allez, maintenant, il faut aller au bord de la plage. Après avoir fait Macron à la montagne, faisons Macron à la plage. Pourquoi? La mer Méditerranée est en train de se réchauffer plus vite que les autres océans du monde. Car vous savez qu'il y a un tout petit passage de 13 km au détroit de Gibraltar. Si bien qu'il se concentre, il s'évapore davantage d'eau qu'ailleurs, et ce sont des trombes qui tombent sur le pays, et notamment sur le Grand Sud-Est. Alors, de temps en temps, les gens voient, tiens, il y a des inondations, etc. Il faut que vous compreniez que tout le système va basculer, et que donc nous sommes confrontés. Combien de fois on va rétablir l'eau potable? Combien de fois on va rétablir les égouts? Combien de fois on va... Bref, il faut maintenant avoir des plans, la planification qui permet de faire face quand on répare, à mettre en place des choses qui soient durables. Anticiper davantage. Anticiper, planifier, c'est le mot important. Alors, j'ai choisi évidemment un mot. Vous avez souvent demandé à ce qu'il y ait un retour de la planification. Oui.
Bon, c'est une idée qui appartient aussi bien aux gaullistes qu'aux vélistes. Mais là j'ai tort parce que je vous lance sur toute une planification et on pourrait partir du coup sur plusieurs années de planification. Simplement, il est 52. Dans un instant, il faut marquer une petite pause. Mais Jean-Luc Mélenchon, vous restez avec nous. On est ensemble pour 2 heures. Et c'est tout à l'heure Alain Duhamel qui nous rejoindra pour parler notamment de la République. Vous l'avez dit, la République, c'est moi. Et puis Eugénie Bastier pour parler notamment des questions de communautarisme. Vous devriez me demander pourquoi j'ai dit ça. Personne ne s'est soucié. Vous savez quoi? On va vous le demander. Non, mais politiquement, je vous répondrai, mais sur le moment, c'était autre chose. Allez, à tout de suite. Nous accueillons Alain Duhamel. Bonsoir Alain. Bonsoir. Vous venez précisément croiser le fer avec Jean-Luc Mélenchon sur cette question des institutions, sur cette question du rapport à la Ve République, et peut-être même aller vers une 6e. D'abord, une petite question à propos d'un sujet que vous avez évoqué ensemble, qui sont les réseaux sociaux. Je voudrais savoir si vous êtes favorable à ce qu'on conserve l'anonymat. Ou si ça vous est égal, hein. Je me méfie de tout ce qui est une intrusion sécuritaire, contrôlante. À chaque fois, on me dit oui, mais c'est pour le bien commun. Bon, là, par exemple, on a chargé les réseaux sociaux d'établir la censure sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on confie à une entreprise privée le soin de la censure. Donc, par a priori, je me méfie de tout ce qui veut réduire la liberté sous prétexte du fait que ça va profiter à tout le monde, parce que ça termine toujours de la même manière, un contrôle accru sans que ça change rien. Vous craignez pas de la délation, l'incitation à la délation que l'anonymat transporte souvent avec lui? Oui, à mon avis, ceux qui ont ces mauvaises habitudes trouveront d'autres moyens. Je ne suis pas pour la réduction de la liberté, je suis pour comme vous le savez, la neutralité du net, c'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir y circuler à la même vitesse, ce qui n'est pas le cas, par exemple, aux États-Unis d'Amérique. Je suis pour qu'on ne confie pas à des entreprises privées un pouvoir de censure. Vous savez qu'aujourd'hui, ce sont des organisations écologistes qui sont censurées. On a vu comment WhatsApp retirait d'un seul coup sa liste à M. Pablo Iglesias en Espagne. Donc ça se finit toujours de la même manière, c'est contre nous. D'accord. C'est toujours politique, si vous voulez. Ça commence avec des bonnes intentions et ça finit avec de la répression. Sachant qu'il faut simplement préciser qu'en l'occurrence, ça n'était pas des propos anonymes. Non, je sais bien, mais c'est ce qu'on appelle l'esprit d'escalier. Exactement. Alors allez-y, continuons à les monter, ces escaliers. Est-ce que pour vous, on est dans une crise de la démocratie? Ah bah oui, absolument. Et pour une raison qui ne tient pas seulement aux mœurs de notre époque, qui rendent plus difficile certains modes de fonctionnement de la démocratie, parce qu'il est clair que quand l'agora se transporte sur le réseau social, on ne fonctionne plus dans les mêmes conditions. Mais fondamentalement, la question est qui a le pouvoir? Oui. Est-ce que ce sont les peuples souverains ou est-ce que ce sont les grandes puissances d'argent? Aujourd'hui, vous avez une boîte comme BlackRock qui pèse de tout son poids sur la réforme des retraites. Elle et 2 autres entreprises du même type ont à elles 3 la même richesse que la production d'une année en Chine. Bon, il est clair que ces gens-là font la pluie et le beau temps et que tous les autres se couchent devant. Par conséquent, c'est la grande question de savoir qui dirige. Elle est aussi vieille que la vie des êtres humains. Est-ce que c'est le roi ou est-ce que c'est le peuple? Est-ce que c'est le marché ou est-ce que c'est la volonté du peuple? Voilà, c'est toujours la même question. Et aujourd'hui, elle est très aiguë. Les gens ont l'impression que la politique sert à rien, à part faire vivre des gens. Est-ce qu'il n'y a pas Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre, d'un côté, le fait que vous considérez que ce sont les puissances financières qui mènent le monde, je simplifie évidemment, oui. Et que d'un autre côté, vous dites, on est dans un régime aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, de plus en plus autoritaire. Alors, c'est les puissances financières ou c'est un président trop autoritaire? Il n'y a pas de contradiction, Alain Duhamel. Monsieur Macron fait la politique et le maintien de l'ordre social qui convient aux puissances d'argent. Voilà ce qu'il fait. Et il s'en fiche d'ailleurs de l'art de gérer. Peut-être que mes plus jeunes concitoyens ont l'impression que c'est comme ça que ça a toujours été, mais non. On n'a pas toujours eu des présidents qui vous disaient carrément à la figure « j'en ai rien à fiche de vous ». Il y a ceux qui sont rien, personne. Même les gens de droite ne parlaient pas comme ça avant. Et lui, il est là en gestionnaire de la start-up nation qui doit se mettre dans le moule des grandes puissances d'argent. La difficulté pour nous, c'est qu'il faut imaginer à la fois un système démocratique qui permette au peuple de rester souverain et combattre les puissances d'argent. Je vais y venir. Mais quand vous dites, il y a ce que vous dites souvent, il y a une dérive autoritaire du pouvoir en ce moment. Vous qui, comme moi, avez quelques souvenirs politiques, sous De Gaulle, le système était beaucoup plus autoritaire. Je ne crois pas. Ah bon? Tout compte fait.
Tout compte fait, hein, je ne vous dis pas que j'aurais dit la même chose il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Oui, mais tout compte fait en comparant, c'est ça l'avantage. Il y a aussi des avantages à avoir de l'âge, c'est qu'on a vu des choses, on peut comparer, on peut se dire. Par exemple, je pense que ce que nous racontions à l'époque, moi j'y étais pas, j'étais trop gamin, mais défiler dans Paris en disant le fascisme ne passera pas à propos de De Gaulle était absurde. Ça, c'était les communistes. Eh bien bon, d'accord, mais c'était absurde quand même. Alors, non, je ne crois pas parce que regardez mai 68, qui est quand même une commotion d'une violence totale. Hein. Il y a un mort. Bon. On dit aussi que, enfin on dit, même plus qu'on dit, que De Gaulle, lui, aurait été, s'il le fallait, prêt à faire intervenir l'armée en 68, et que c'est Pompidou qui a arrêté. Ça n'est pas prouvé, et puis même, ça ne s'est pas fait. Il y a eu des hommes comme le préfet de Paris, monsieur Maurice Grimaud, qui avaient pris des décisions extrêmement courageuses, et qui s'étaient exprimés avec une clarté absolue sur le sujet. Bon. Là, c'est l'inverse. On met un Castaner qui lâche la bride, qui encourage tous les débordements, et vous avez 40 éborgnés, 5 mains arrachées. On n'a jamais vu ça. Mais précisément, attendez, simplement, c'est intéressant parce qu'au-delà même de la réponse... Je suis sûr que ce que vous allez dire est intéressant. Non, mais au-delà de la réponse de Jean-Luc Mélenchon, ça me frappe quand même. Vous dites, a posteriori, avec l'expérience, je me dis qu'on avait été un peu excessif dans notre jugement à l'époque. Mais moi, je me dis tout de suite, est-ce que vous n'allez pas faire la même chose? Est-ce que vous ne vous dites pas, là... on est dans la bataille politique, donc on y va. Mais si ça se trouve, ce que vous êtes en train de dire, dans 10 ans, vous le regretterez. Et voilà, oui, parce que si dans 10 ans, on en a un pire que maintenant, oui, je le regretterai, c'est clair. Parce que... Si on a une Madame Le Pen qui tabasse tout le monde... Non, mais là, je ne parle pas juste d'une comparaison. Ce que vous dites, pardon, mais continuons, tâchons d'être sérieux. Je vous dis que rétrospectivement, je trouve ça moins violent. Ça ne veut pas dire qu'à l'époque, je ne le trouvais pas violent. Mais nous étions en pleine crise de la décolonisation, mais les institutions du pays étaient par terre, tandis que maintenant, nous sommes dans une situation totalement pacifiée et où on a un chef de l'État qui décide d'agresser le peuple. C'est quand même un fait nouveau. Mais pour reprendre votre comparaison, vous avez tout à fait raison de dire qu'en mai 68, il y a eu très peu de morts. Il y en a eu 3, mais dans des conditions très particulières et involontaires, évidemment. Là, on a quand même eu 2 ans de très forte contestation sociale, avec beaucoup de manifestations, avec des moments très durs. Il y a eu beaucoup trop de blessés, je ne vous dirai sûrement pas le contraire, et il y a eu trop de brutalité, je ne vous dirai pas le contraire, mais il n'y a pas eu de mort. Alors que ça fait quand même 2 ans qu'il y a de la bagarre. Bon, et M. Poutine n'a tué personne dans la rue, et pourtant on le traite d'autoritaire. Et ce qui est vrai. Oui. Ce qui est vrai. Oui. Bon, et je vous en parle d'autant plus tranquillement que mon correspondant à Moscou, si j'ose dire, est M. Sergueï Udaltsov, le président du Front de gauche en Russie, qui a quand même fait 4 ans de prison. Donc j'ai une idée de ce qui se passe. Ce n'est pas le cas en France. Mais peut-être bien, mais Alain Duhamel, alors à ce compte-là, applaudissons en cadence, réjouissons-nous, bondissons de joie. Ça n'est pas... Monsieur Duhamel, je sais que je vous connais assez pour savoir que vous ne pouvez pas ne pas vous rendre compte de ce qui se passe. Qu'on ait éborgné presque 40 personnes. La première fois, on peut dire, c'est un accident déplorable, quand même, un peu de sang-froid, les gars, et tout ça. Mais au bout du 40e, ça veut dire que c'est une technique. Et cette technique, la preuve, c'est qu'elle est appliquée dans toutes sortes de pays. On en est à 300 au Chili, on en est à plus de 50 au Liban, où les gens se présentent. Donc c'est devenu une technique mondiale. Et d'ailleurs, je vous fais remarquer que dans le monde, on se réclame des Français dans les techniques de répression. C'est une honte pour notre pays. Nous avons été montrés du doigt par l'ONU et par l'Europe. Donc tenons compte de tout ça. Nous ne nous considérons pas, nous, comme supérieurs à tout le monde, qui n'écoutent aucune critique et ne regardent pas ce qui se passe dans le pays. Monsieur Duhamel, vous avez connu, vous, des présidents de la République qui se mordaient les poings, mais qui reculaient. François Mitterrand reculant sur la loi Savary, à l'époque j'y étais, je peux vous dire qu'on se mordait les poings de reculer. À l'époque j'y étais aussi, je peux vous dire qu'il n'était pas content. Bon, vous êtes d'accord, et pourtant il le faisait. Et Chirac l'a fait, on ne gouverne pas une société avancée à coup de trick. Oui, enfin, je veux dire... C'est l'art de gouverner, ça s'appelle. On a aussi vu des présidents qui faisaient des réformes et qui les appliquaient. Elles étaient quelquefois bonnes, quelquefois mauvaises, d'ailleurs. Mais surtout, ce que je voudrais vous demander... Moi, je vous parle de la violence. Oui, non, mais j'entends bien que vous me parlez de la violence. Ce que je voulais vous dire, vous, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour ce qui reviendrait à restaurer, selon vous, à restaurer la démocratie dans ce pays? Quelles sont vos recettes? D'abord, le changement des institutions pour interrompre ce cycle incroyable de concentration du pouvoir sur un seul homme, le président de la République. Parce que c'est malsain. Peu de démocratie donne un tel pouvoir à un président de la République. Ensuite, que le peuple soit invité à lui-même se prononcer
en désignant des députés pour une assemblée constituante qui définisse une nouvelle constitution. Vous voulez revenir à un régime parlementaire? Attendez, d'abord commençons par la méthode, elle a une grande importance. Le peuple français a assisté à 23 modifications de la Constitution et il a été consulté que 2 fois pour donner son avis. Je crois que c'est 23 ou 25. Oui. Excusez-moi de l'erreur possible. Ce n'est pas une bonne façon de changer les règles du jeu. Deuxièmement, la France a tellement changé depuis 1958. Les tensions qui animent le pays sont tellement différentes. À l'époque, on allait supprimer 13 départements français, sortir de la colonisation de l'Algérie. C'était un trouble immense. On est dans une toute autre situation. Notre situation aujourd'hui, c'est la masse des paysans est venue habiter en ville. Plus personne n'a de parents paysans directement, ou très peu de monde. Ensuite, la population s'est extraordinairement brassée. Le pays s'est complètement urbanisé. Donc, à travers tout ça, si nous voulons refonder le peuple français, au fond, ce n'est pas la République qu'il faut refonder. Quand on refonde la République, on refonde le peuple français. Que voulez-vous, Français? Qu'est-ce que vous voulez faire en France? C'est à ça que sert une constitution. Si vous voulez un régime parlementaire, quand Alain vous demande si vous voulez un régime parlementaire, si c'est vers ça que vous voulez aller. Clairement, je suis plus favorable à des pouvoirs plus étendus du Parlement qu'il ne l'est aujourd'hui. Enfin bon, là, on est dans le sommet du ridicule avec la loi retraite. Il y a 29 ordonnances dedans. Bon, monsieur Duhamel, quand même, ne me dites pas que vous trouvez ça satisfaisant. Je ne trouve pas ça satisfaisant, mais quand je regarde les régimes parlementaires européens qui nous entourent, je ne les trouve pas du tout satisfaisants non plus, en ce qui concerne notamment le fonctionnement de leurs institutions. Bon, écoutez, les Allemands s'en sortent pas si mal que ça. Les Anglais... Messieurs, je vous arrête un instant. Monsieur Mélenchon est maintenant tout à fait habitué. Ah oui, Madame Buzyn a descendu les escaliers. Les mouvements d'Agnès Buzyn qui vient de rencontrer le Premier ministre Édouard Philippe. Vous le voyez, il l'a raccompagné jusqu'au perron de Matignon. Elle lui a donc, selon toute vraisemblance, elle ne s'est pas exprimée, mais présenté sa démission puisqu'elle représentera La République En Marche pour Paris et qu'elle a dit que les deux n'étaient pas compatibles. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous proposeriez comme nouveau pouvoir au peuple? Oui, alors déjà, on peut donner une ou deux précisions. Déjà, on peut dire que... Le pouvoir du président de la République est excessif. Est-ce qu'on peut convenir de ça? Regardez, cet homme, tout seul, décide de proposer à toute l'Europe de mettre à disposition de 27 pays la bombe nucléaire française. Pas exactement. Pas exactement, mais c'est ce qu'il propose. Non. Et les Allemands lui répondent, c'est une idée intéressante, mais ça serait un peu embêtant que vous qui ayez la décision. Oui. Monsieur Duhamel, vous serez d'accord avec moi pour dire que la dernière chose qu'on met en commun, c'est la défense, quand on est sûr de former un seul peuple. Nous ne formons pas un seul peuple. Et nous n'avons aucun intérêt à accroître les tensions qui peuvent peser sur la France de celles qui existent sur 27 frontières. J'y suis donc opposé parce qu'en matière de défense, je suis gaulliste. C'est-à-dire ça, c'est nouveau. Oui. C'est nouveau, pas ma position sur, mais je suis obligé de reconnaître... Le recul sur De Gaulle, quand même, aujourd'hui, est frappant à tous les niveaux, y compris sur celui-là. Parce que, sur la dissuasion, que je distingue de la question du nucléaire, la dissuasion, ça consiste à dire à son ennemi, si vous me touchez un seul cheveu, il va tellement vous en cuire qu'il vaudrait mieux y renoncer. Eh bien, je suis d'accord avec cette stratégie. Le nucléaire a occupé ce rôle. À mon avis, aujourd'hui, le nucléaire n'est pas la riposte ou la menace suffisante ou la menace efficace. Il faut pire, il faut plus. Mais parce que, je vais vous dire, pour l'instant on n'a que ça. Mais d'abord c'est une... Mais vous souhaiteriez qu'il y ait Nous sommes le 3e arsenal du monde. D'accord? Nous sommes le 3e arsenal du monde. Cet arsenal, si... Sur le plan nucléaire. Hein. Oui, sur le plan nucléaire. Je souligne, je dis si. Si il existe un moyen de savoir où sont dans les océans nos sous-marins d'attaque, qui tirent des armes nucléaires, nous n'avons aucune défense. C'est les sous-marins lanceurs d'engins dont vous voulez parler. Nous n'avons aucune défense. Non, nous n'avons aucune défense. Nous n'avons aucune défense de dissuasion. Non, mais attendez. Donc il faut une autre dissuasion. Pour vous, il faut une autre dissuasion. C'est la défense d'abord de ses frontières. Ce n'est pas les expéditions exotiques qui sont toutes condamnées d'avance. Donc c'est la défense des frontières. Moi, je suis pour une défense implacable des frontières du pays et ce qui se trouve dedans. Et la dissuasion nucléaire, c'est fait pour ça. Donc, vous ne m'avez jamais entendu dire on arrête et on désarme unilatéralement, et je ne le dis pas aujourd'hui.
Quoi que je dise, la France a intérêt à s'engager et à participer à tous les dialogues en vue du désarmement. Ce qu'elle ne fait pas en ce moment, où est en train de se discuter et a été acté un accord contre l'armement nucléaire par 122 pays, dans lesquels il n'y a pas les Français. Mais dans lesquels il n'y a pas de détenteurs d'armes nucléaires. Mais je propose que... Oui, mais nous sommes Français, Alain. Oui. Alain Duhamel. Nous sommes les Français, nous sommes à part. Et les Français sont toujours... L'argument de puissance des Français, c'est d'être ceux qui veulent créer du droit international. Alors, qu'est-ce que vous proposez de différent de la dissuasion pour garantir nos frontières? Merci. D'abord, je propose qu'on s'assure de savoir quelle est l'arme la plus décisive et la plus efficace contre un éventuel agresseur. Il se trouve qu'aujourd'hui, je pense que cette arme se situe dans l'espace. C'est-à-dire que la capacité à couper les connexions, à couper les liaisons, à couper l'électricité est une arme. On dit non létale, elle ne le reste pas longtemps. C'est ce que l'armée essaye de développer. Eh bien, il ne s'agit pas d'essayer, il s'agit de réussir. Il faut y arriver. Oui, mais attendez, quand on a décidé de s'équiper en matériel nucléaire, qu'on a décidé de fabriquer des missiles pour ça, ça a été décidé par les Français. Les Américains ne voulaient pas qu'on ait de missiles, d'accord ? Là, le président de la République vient de faire le contraire. On a à peine commencé à avoir un état-major de l'espace que nous voilà déjà enfilés avec les Américains dans un dispositif commun. Ça a été annoncé hier par Madame Parly. Tout le monde s'en fout. Personne n'en a délibéré. Ce n'est venu dans aucune assemblée. Vous voyez ce que je reproche à la Ve République ? C'est quand même une grande question, monsieur Duhamel. C'est une très grande question. C'est d'ailleurs pour ça que je vous interroge là-dessus. Mais je trouve que vous présentez les choses de façon un peu injuste, parce que ce que nos partenaires européens nous reprochent, c'est de trop résister aux Américains en matière de stratégie militaire. Sans arrêt. Vous n'allez pas me dire le contraire. Mais je vous laisse développer. Quand je dis sans arrêt, je veux dire encore cette semaine, encore hier, puisqu'il y avait une réunion sur ce sujet. Encore hier, nos partenaires européens disaient non, mais d'accord, vous avez la dissuasion nucléaire, d'accord, il faudrait que l'Europe progresse un petit peu en matière de défense, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de notre alliance avec les Américains, et tenez compte davantage de ce que disent les Américains. La France, pour les autres Européens, est, en matière de défense, le pays qui tient plus à son indépendance vis-à-vis des États-Unis. Parole verbale. Non, c'est pas vrai. Non, je ne dis pas que ce que vous dites n'est pas vrai. Il est vrai que les voisins jouent à un jeu ambigu, notamment nos voisins allemands, un jour à caresser l'américain dans le sens du poil, et le lendemain à aller chérir le français pour fabriquer des avions de combat, ce qu'ils ne savent pas faire sans nous, et faire toute une série de choses avec ce que nous voulons faire avec eux. Oui, c'est ce que veut faire le président Macron. Ce n'est pas mon avis. Je ne vois pas... Non, ce n'est pas mon avis. Je vous ai dit il y a une minute, je suis pour qu'on soit indépendant. C'est-à-dire, nous décidons nous-mêmes ce que nous voulons, quand nous voulons, et nous avons les moyens. C'est le plus important. C'est pas tout de faire du blabla. C'est les moyens de nos... Le président Macron n'a jamais dit autre chose que... Nous sommes membres de l'OTAN, la défense européenne doit être un pilier de l'OTAN, blablabli, blablabla. C'est lui qui nous intègre toujours plus dans les systèmes nord-américains. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Syrie, regardez ce qu'ils viennent de faire. À l'instant même, monsieur Duhamel, hier, avant-hier, Madame Parly a décidé que nous intégrions l'opération nord-américaine de l'espace. Vous n'êtes pas du tout pacifiste. Il y a eu une tentation pacifiste. Mais vous, quand on vous écoute, là, on a quand même le sentiment je suis pacifique, mais je tiens à ce que mon pays soit défendu. Voilà, c'est tout. Et je suis pour, mais pour qu'on s'en donne les moyens. Vous êtes pacifique. Non, mais si vous voulez faire des phrases comme le font la République En Marche, c'est à la portée de tout le monde. Il y a un accord antinucléaire qui se signe à 122 pays. Les Français, ils vont pas. Un accord antinucléaire entre pays non nucléaires. Oui, mais c'est important de préciser ça. Ils sont quand même 122. Non, mais c'est important de préciser ça, d'autant plus que tout le monde ne suit pas de très près les questions de dissuasion militaire. Mais il faut les suivre. Donc il faut préciser les choses. Monsieur Duhamel, alors vous avez raison de dire ils sont non nucléaires. Bon. Mais c'est déjà ça. Moi, je suis contre la dissémination nucléaire. Alors on me dit, monsieur Mélenchon, il faudrait savoir, votre pays est armé, oui, et en quoi ça améliorerait la paix du monde que d'autres soient armés? Prenons l'exemple de l'Iran. Nous avions obtenu un bon accord avec les Iraniens. Il a été détruit par les Nord-Américains. Les Iraniens, qui est un régime théocratique insupportable, ont décidé de se remettre au travail pour fabriquer une bombe atomique. Pour quelle raison? Pour la regarder? Non. Pour détruire Israël, c'est l'objectif qu'ils annoncent. C'est insupportable. Donc il faut que les Français soient plus fermes, plus forts, plus présents à dire « nous ne voulons pas de ça ». À l'instant, nous venons parler de l'espace. Vous êtes connaisseur de tout ça. On avait dit que l'espace ne devait pas être militarisé.
Comment est-on arrivé au fait que l'espace est dorénavant militarisé par tout le monde, mais que nous, les Français, n'avons rien à dire? Si les autres y sont, il faut y être. Vous avez raison, mais il faut s'organiser aussi pour plus y être. Parlons pour de la question arrêter des la hommes montée à la guerre. Alain Duhamel, vous vouliez notamment parler aussi de la question des hommes d'État, des modèles, de la question... Oui, avant ce paradoxe dans lequel on vous retrouve sur pas tout le pouvoir dans un homme, et en même temps votre incarnation, votre présence au sein de la France Insoumise. Alain. Oui, j'aimerais un peu savoir, pour vous, de qui, vous aimez l'histoire, hein, c'est une très bonne chose ça, de qui est-ce que vous vous réclamez, de qui est-ce que vous avez envie d'être le descendant, même indirect, même modeste, mais le descendant quand même, qui sont vos vraies références? Écoutez, je n'y ai pas réfléchi. Je suis fait de beaucoup de brins. Enfin, vous lisez, vous réfléchissez, donc vous pouvez me répondre. Oui, oui. Bah, je suis fait de beaucoup de brins. Et puis, bon, voilà... oui, de beaucoup de brins, mais beaucoup de mes héros sont dans la Révolution française, mais ça date quand même du XVIIIe siècle. Mais j'aurais du mal à vous les... spécifiquement pendant la Révolution et depuis la Révolution, d'ailleurs. Je ne saurais je me suis nourri de tous. Si vous voulez, je me suis nourri de tous de manière un peu peut-être risible, mais il y a autant en moi de Louis XI que de Robespierre et de Lazare Carnot. Il y a autant maintenant en moi de l'interrogation sur qui est le général de Gaulle que d'autres personnages comme Simon Bolivar. Je ne saurais m'assimiler à un modèle et je crois que j'apporte une synthèse un peu spéciale. C'était pas ça ma question. Ma question n'était pas à quel modèle est-ce que vous aimez, c'est de qui est-ce que vous vous sentez proche, de qui vous avez l'impression d'être un peu une forme d'héritier. De moi. Des fois, je m'en sens moins proche. Mais ce que je veux vous dire, c'est que... Alors, je veux dire, vous, je sais pas moi, Jaurès, Clémenceau, des socialistes des années 48, 1848. Oui, ça manque un peu de toute façon, Mitterrand, telle que ma vie a été faite, monsieur Duhamel, je me trouve plus dans le rôle du prophète des armées qu'a été Jean Jaurès. Que d'un homme qui a exercé le pouvoir, comme l'a été le président Mitterrand, à qui je conserve une loyauté de cœur et d'esprit totale. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour moi, sinon que de dire oui, j'en suis fait en partie. Et puis j'ai assez vécu pour que tout ça m'ait pénétré et savoir me garder des illusions et des choses que je l'aurais dû faire. Est-ce qu'il reste en vous encore quelque chose de marxisme ? Ah oui, oui, le matérialisme historique. J'appartiens à une école philosophique qui est celle du matérialisme historique. Et vous êtes plutôt Engels maintenant ? J'ai beaucoup évolué parce que j'ai complété la doctrine. C'est pour ça que je vous demande ça. D'abord, je ne crois plus au déterminisme linéaire auquel j'ai pu croire quand j'avais 20 ans. Bon, je crois qu'une cause A produit un effet B à X%, si je me fais comprendre. C'est-à-dire, le monde n'est pas sur un rail et n'en sortira pas. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis un optimiste incorrigible. Et je crois par exemple que la patrie des Français peut bifurquer dans sa manière d'être. Tout à l'heure on parlait d'écologie. Je nous crois capable de mobiliser le peuple français tout entier pour tout changer. Et comme il ne nous reste que 30 secondes, quel est le livre qui vous a le plus marqué ? Mon Dieu, Alain Duhamel, j'en ai lu... Ah oui, moi aussi, mais il y en a qui marquent plus que d'autres. Hein. Il y en a qui marquent plus que d'autres. Vous voulez quoi? Quelque chose qui soit dans le romanesque, le philosophique, l'historique? Écoutez, ce que vous préférez, romanesque, philosophique ou historique, comme vous voulez. Je ne sais pas, le premier qui me viendra à l'esprit, ce sera Vendredi ou les larmes du Pacifique, parce que c'est une leçon d'auto-éducation comme homme. Mais je pourrais citer combien de livres qui ont changé ma vie. La première fois que j'ai lu un livre de Marx, l'idéologie allemande, j'étais bouleversé. La première fois que j'ai lu Teilhard de Chardin, c'est dans tout autre domaine, j'étais bouleversé. Vous savez, les livres sont comme des personnes qu'on rencontre. Et des fois, on les croise à plusieurs reprises dans sa vie, on les apprécie pas toujours de la même manière. Bon, vous et moi, on s'est bien pris autrefois aux cheveux. J'en ai plus aucune envie aujourd'hui parce que je vous estime et je vous respecte. Et en fait, on voit que sur tous ces points-là, on évolue. Peut-être que l'expérience, ce que Emmanuel Macron a revendiqué comme étant des amateurs, bah vous revendiquez justement cette expérience et ce recul. On l'a vu ce soir. Contre la brutalité, parce que j'ai souvent été soupçonné de ça. Mais en le voyant faire, je me suis dit que oui, il y avait un art de gouverner auquel il n'entendait rien, parce qu'il ne connaît pas la France charnelle. On y revient dans un instant, mais sur des questions immédiates, notamment de communautarisme, de rapport au peuple français et de vivre ensemble. Merci Alain Duhamel d'avoir été avec nous dans un instant. C'est Eugénie Bastier qui vous remplacera tout de suite. Et on poursuit ce et en même temps avec vous, Jean-Luc Mélenchon, et avec vous, Eugénie Bastier. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous nous rejoignez, vous êtes essayiste, vous êtes journaliste et éditorialiste au Figaro. Et avec vous, un nouveau chapitre, celui du communautarisme notamment, et de la question du vivre ensemble.
Oui, alors Jean-Luc Mélenchon, j'aimerais vous interroger sur une évolution que certains ont perçue de façon très négative dans votre parcours politique, notamment sur le rapport à la laïcité et à l'islamophobie. Puisque je me souviens, en 2015, lors de l'attentat de Charlie Hebdo, vous aviez fait un très bel éloge funèbre à Charb. Vous aviez dit « Tu as été assassiné par nos anciens, nos plus cruels, nos plus constants, nos plus bornés ennemis, les fanatiques religieux ». Charb qui a écrit une lettre aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes, où il disait que l'islamophobie était utilisée pour empêcher toute critique de l'islam. À l'époque, vous étiez d'accord, puisque vous disiez, je vous cite, « Je conteste le terme d'islamophobie. On a le droit de ne pas aimer l'islam, comme on a le droit de ne pas aimer le catholicisme. » Et pourtant, le 10 novembre dernier, vous êtes rendu à une manifestation contre l'islamophobie, organisée par le très controversé collectif contre l'islamophobie en France. Et à cette occasion, vous avez dit que finalement, l'islamophobie, aujourd'hui, vous revendiquez ce mot, que ce mot désigne une réalité qu'il est absolument impossible de contredire. Certains ont parlé de trahison, d'autres vous ont accusé d'électoralisme. Je pense que vous valez mieux que ça, mais qu'est-ce qui vous avait fait changer d'avis ? Est-ce que vous avez évolué politiquement ? Et pourquoi est-ce que vous considérez aujourd'hui que l'islamophobie est une réalité en France ? Bon, vous avez mis beaucoup de choses. Je n'ai rien à retirer et je souscris à ce que j'ai dit aux funérailles de Charb. J'appartiens à la tradition de l'humanisme philosophique depuis le XIVe siècle, que l'humanisme s'est constitué en opposition à l'idée que la société des êtres humains dépendait de la volonté de Dieu. On pense qu'on veut ce que je suis en train de dire, mais c'est ma ligne politique constante. L'histoire de France est l'histoire d'un décrochage progressif à partir de 1300 de l'autorité religieuse. D'accord ? Donc, je suis de cette famille. Oui, ça, et je le maintiens. Pas de religion en politique, pas de politique en religion. Mais le fond de la laïcité, c'est la possibilité de la paix civile. Donc, la laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État. C'est pas l'athéisme mis au pouvoir. Il peut y avoir des athées pro-laïcs. Ce n'est pas la guerre à une religion, et surtout, ce n'est pas cette indifférence meurtrière à l'égard de ce que peut endurer une partie de la communauté des Français. Je veux dire que quand deux papés se font tirer dessus à la porte d'une mosquée, par un autre dont on dit ensuite qu'il est dérangé, ce que je veux bien croire, je dis que celui qui leur a tiré dessus est atteint d'islamophobie. C'est-à-dire, c'est une phobie, c'est un acte irrationnel qui ne tient même plus compte de la réalité. Haine anti-musulman, par exemple. Alors, vous savez que ce terme est piégé. Moi, pendant longtemps, j'ai dit haine anti-musulman. Et puis, comme personne n'est de bonne foi dans cette affaire, il y a des gens qui ont décidé que les musulmans ne pouvaient pas être citoyens. Madame, je vous demande de vous souvenir que c'est la deuxième fois dans ma vie que je vois ça. Je l'ai connu en Afrique du Nord. On a transformé en citoyens français les Maltais, les Andalous, les Siciliens, mes ancêtres. Et on a pris les Juifs des Crémieux, mais pas les musulmans, parce qu'ils étaient musulmans. Donc, je n'ai pas envie de revoir ça dans un pays où il y a des millions de personnes... Mais on en est là, attendez, Jean-Luc, on en est là aujourd'hui ? Oui. Bien sûr. En quoi vous estimez qu'il y a des musulmans à qui on refuse du coup la citoyenneté française parce qu'ils sont musulmans ? On ne les traite pas comme tous les autres citoyens. Mais on leur a pas refusé. Non, pardon, les choses Madame, ont un sens. On leur a pas refusé la citoyenneté ne surjouez pas le française. rôle, s'il vous plaît. Ne surjouez pas l'indignation à l'égard de vos propos. À des faits très précis. On ne peut enlever la nationalité à personne. Monsieur Hollande a essayé de le faire et je l'ai combattu. C'est pas moi qui ai proposé ça. Moi, je l'ai combattu. Donc, je suis en train de dire que cette manière de montrer sans cesse du doigt les musulmans est insupportable. Et que dans ce pays, nous avons gagné la paix civile par la laïcité au bout de 3 siècles de guerre personne civile. ne met en cause l'ensemble, ou très peu de gens mettent en cause l'ensemble des musulmans, mais il y a certainement une inquiétude par rapport à une forme d'islamisme qui parfois tue en France, et c'est une réalité. Et je voudrais rappeler quand même qu'il y a beaucoup plus d'actes antichrétiens en France ou d'actes contre les juifs en proportion que contre les musulmans, et qu'il est quand même un peu exagéré de parler d'une islamophobie qui serait générale dans notre pays. Dans le vocabulaire politique, dans la réalité du pays, c'est autre chose. Les violents dans ce pays, les ultra-violents, c'est en effet ceux qui veulent mettre de la religion en politique. Et il est tout à fait clair qu'il y a des courants de l'islamisme politique, mais moi, je n'ai pas attendu ce débat pour le dire. J'ai pris mes distances avec un homme que j'aimais beaucoup, qui était aussi Naït Ahmed, parce qu'il avait signé avec le FIS un accord, le FIS qui est l'organisation cléricale qui voulait s'emparer du pouvoir par la force en Algérie. Par conséquent, j'ai rompu avec lui parce qu'il avait passé un accord avec eux. Et donc je suis toujours le même homme, je vous le dis.
Mais pour qu'on puisse vivre en paix, il faut arrêter de stigmatiser continuellement une religion au nom d'un groupe de violence. La laïcité a longtemps été, enfin au début en tout cas, quand on parle de 1905, on sait que ça n'a pas été dans des moments de grande paix, ça a été très violent, y compris, et pour autant... Il fallait tenir. Vous auriez été de ce côté-là. Vous auriez été pas du côté de ceux qui disaient qu'ils étaient maltraités du côté des chrétiens. Vous auriez été du côté de la loi 1905. Non, mais attendez, c'est l'Église catholique qui maltraitait la République. Je vous rappelle que jusqu'à 1906, l'Église catholique ne reconnaît pas le suffrage universel et qu'elle reconnaît la République en 1920. Mais enfin, la République a été beaucoup plus violente avec les catholiques qu'elle ne l'est aujourd'hui avec les musulmans. Quand on a viré les congrégations, quand on a fermé des monastères, quand on a fermé des écoles, est-ce que c'était pas beaucoup plus violent qu'aujourd'hui? Ce sont des époques différentes. Et alors, ça justifie des violences? Alors, ça justifie la violence? Mais vous justifiez les violences de l'époque à l'égard des catholiques. Mais moi, je prends l'histoire. Si c'était moi, j'aurais pas fait comme ça. Mais on prend l'histoire. L'histoire de France, c'est un bloc. Si je vous cite la lutte de Philippe le Bel contre le pape, figurez-vous que je ne suis ni papiste ni Philippe le Bel. Il y a une petite différence, c'est que vous faites partie de ceux qui sont aux manettes aujourd'hui, qui la font, l'histoire de France. Donc, oui, comment je fais l'histoire de France et je défends l'unité de la patrie. Et je combattrai tous ceux qui veulent mettre de la religion dans la politique ou de la politique dans la religion. Mais dans la manif, pardon, vous avez évoqué la manif du Dino. Vous avez décidé que c'était une manif islamiste. On a scandé Allahu Akbar pendant cette manifestation. Elle était organisée par le Comité contre l'islamophobie en France qui dit que l'État français est structurellement raciste parce qu'il interdit le voile aux enfants à l'école. Arrêtez. Ce n'est pas des procédés acceptables que vous êtes en train de faire. Je suis allé à la manif, à la marche pour Madame Mireille Knoll. Il y avait la Ligue de défense juive qui a traité de pute à bougnoul mes camarades en drapeau, d'accord, avec leur truc. Ça ne vous a pas écœuré un seul instant? Si, moi ça m'écœure, je trouve ça scandaleux. Bon, eh bien écoutez, ça signifie qu'une manifestation, on n'y va pas à cause de ceux qui s'y trouvent. On y va au nom de la cause qu'on défend. Moi, je suis allé à cette marche. Des centaines de gens sont venus me remercier de m'y trouver parce qu'ils savent qui je suis. L'homme qui défend la République et la laïcité. Et des millions de musulmans de ce pays sont pour la République et la séparation du religieux et du politique. Alors, au lieu d'isoler la petite secte violente et malfaisante qui veut s'emparer de la parole des musulmans de France, on les aide en sans cesse les montrant du doigt et en fustigeant des hommes comme moi, en m'attribuant un rôle qui n'est pas le mien. Je suis un défenseur de la laïcité et de l'unité de la patrie. Pour ça, il faut pouvoir séparer la religion du politique. Qu'est-ce que vous me reprochez d'avoir été à une marche? Non, au-delà de ça, il y a quand même un malaise à l'intérieur de la France insoumise. Avec... Ah bon, vous y êtes? Oui, non, on le voit quand même, ça se voit de l'extérieur parce qu'il y a des gens qui ne pensent pas pareil et qui le disent. On a vu par exemple que lors de l'université d'été de votre mouvement, quand le philosophe Henri Peña-Ruiz a parlé du droit d'être islamophobe, en précisant qu'il disait il n'est pas raciste de s'en prendre à une religion, mais il est raciste de s'en prendre à une personne du fait de sa religion. Eh bien, il y a eu un tollé au sein de la France insoumise. Certains se sont indignés et vous-même, vous avez pris vos distances avec M. Peña-Ruiz. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? C'est quand même pas scandaleux ce qu'il a dit. Non, mais c'est pas scandaleux. Vous aimeriez qu'il y en ait un, parce que la droite française et son journal central, l'organe central de la droite française, a décidé d'aller faire la course à l'échalote avec Madame Le Pen pour savoir qui est-ce qui va le plus dire du mal de tous ceux qui, de près ou de loin, peuvent exprimer de la sympathie, de l'amour pour les compatriotes qui ne sont pas de la bonne religion. Fichez-moi la paix. Et fichez-nous à tous la paix. Il y en non, je vous demande... Non, il y a un malaise à l'intérieur. Mais on parle à la France insoumise. Quand on parle, vous nous reprochez un malaise. Quand on ne parle pas, on dit que c'est ma dictature. Il faudrait vous fixer une bonne fois sur ce que vous croyez. Jean-Luc Mélenchon, je reprends vos mots de tout à l'heure. Vous-même, vous avez dit, je regrette parfois que dans ma famille politique, on s'engueule entre nous, que dès qu'il y en a un qui sort la tête, il se la fait couper. Donc, de ce point de vue-là... Non, je ne parlais pas des insoumis, madame. Vous disiez dans ma famille, vous avez dit dans ma famille politique. Moi, parce que quand je parle de ma famille politique, ça commence chez les anarchistes, ça finit par les socialistes. Voilà ma famille, ce que j'appelle ma famille. Mais sur les propos, après, dans la France insoumise, mais pourquoi la France insoumise serait hors de la société? Ils discutent. Il y a des gens qui sont ultra sensibilisés à la souffrance des communautés ou des gens qui sont musulmans, d'autres qui disent vous en faites trop. Et c'est à moi d'être le. Est-ce que pour vous dire qu'on a le droit d'être islamophobe, c'est raciste? Est-ce que pour vous c'est une phrase raciste? Je ne comprends rien à ce que vous me dites. Moi, je suis contre le fait. Je suis pour qu'on puisse critiquer les religions.
religion. Je suis pour qu'on le fasse avec plus d'élégance que je ne l'ai fait lorsque j'étais jeune homme et que je chantais des chansons anticléricales qui étaient offensantes pour les gens qui étaient là. Et pourtant, je suis toujours anticlérical, c'est-à-dire que je suis contre le pouvoir de l'Église. J'en ai par-dessus la tête de l'hypocrisie des dominants de cette société, à commencer par le président de la République, qui accepte d'être chanoine de Latran et qui ensuite vient donner des leçons de laïcité, qui convoque à une messe officielle à la mémoire de Jacques Chirac. Moi, je suis à la cérémonie laïque de l'Assemblée nationale. L'hypocrisie partout. Nous avons une loi sur les retraites. Et dans la loi sur les retraites, on établit la retraite à points pour les curés, les rabbins et les pasteurs protestants de l'Alsace-Moselle. C'est-à-dire que les mêmes qui font des leçons de laïcité font le contraire. Ils ont fait voter une loi qui oblige tous les maires de France à donner de l'argent aux écoles privées dans les villages quand quelqu'un décide, une seule personne, d'aller mettre son gosse dans l'école privée d'à côté. Hypocrite, tartuffe, simulateur. Je suis le garant de la paix civile. Oui, mais... Avec moi, tout le monde est traité de la même manière. Oui, parce que je comprends que le problème du chanoine du Latran soit un problème qui vous tienne beaucoup à cœur, mais je suis pas sûre qu'il intéresse beaucoup les Français, parce que en fait, ce qui se passe sur le terrain, mais la religion officielle, ça intéresse pas les Français. L'ancien maire de Sarcelles, François Pupponi, vient de publier un livre qui s'appelle Les Émirats de la République, un livre où il parle, je reprends son expression, de la gauche niqab. Il dit que c'est une gauche qui s'allie sur le terrain localement avec des islamistes. Il rappelle d'ailleurs que la France Insoumise a appelé à le faire battre localement face à Sami Déba, qui est président et fondateur du CCIF. Qu'est-ce que vous pensez de ces accusations ? Qu'elles sont aussi ridicules que Pupponi l'est. Le responsable de la situation à Sarcelles, c'est lui et les autres de la même équipe qui sont là depuis plus de 20 ans ou 25 ans, qui ont eu largement le temps de faire ce qu'il fallait et qui ne l'ont pas fait, qui, eux, ont pactisé avec toutes les communautés qui se trouvaient dans le coin. Ils étaient d'accord avec ça. C'est comme ça qu'ils arrangeaient leurs affaires. Moi, je m'y suis toujours opposé. Lorsque j'étais élu dans l'Essonne, les gens qui, à l'époque, y étaient, savent que je me suis toujours opposé dans toutes les opérations à ce qu'on subventionne les organisations cultuelles, quelle que soit la religion. Que quand on votait des sous pour les crèches Lubavitch, j'ai toujours voté contre. Tandis que tous les hypocrites que je vois là, eux, ils trouvent ça génial. Donc, je vous le redis, madame, vous avez le droit de soupçonner tout le monde, mais vos soupçons ne m'atteignent pas. Moi, je défends la République, une et indivisible, la séparation des églises et de l'État, avec un slogan, pas de religion en politique, pas de politique en religion. Est-ce que vous serez vigilant au municipal pour que la France Insoumise ne soutienne pas des candidats qui sont proches de l'islamisme ? Écoutez, je ne sais pas de quoi vous parlez, donc je ne vais pas faire des déclarations. L'exemple qui est cité par François Pupponi, c'est-à-dire Sami Déba à Garges-les-Gonesse. Question très claire. Est-ce qu'il aura... Je ne sais pas qui c'est. Est-ce qu'il aura alors vous me demandez de trancher sur un plateau, alors que je ne me suis occupé d'aucune élection municipale dans le pays, si je suis avec monsieur machin, monsieur truc, monsieur bidule. Mais est-ce que ça, il faut pas... Voilà ce que j'ai à dire. Écoutez ma réponse. C'est pas facile de dire je m'en lave les mains, Jean-Luc Mélenchon. Mais je m'apprêtais à répondre si vous vouliez bien vous abstenir de l'occasion qui vous est donnée de me flétrir. Je ne me lave pas les mains. Je ne me lave pas les mains. Je dis des choses très claires. Pas de religieux dans la politique, pas de politique dans la religion. Et je suis pour que ceux qui sollicitent les suffrages de tous les Français aient la foi qu'ils veulent. Je ne ferai pas la chasse aux convictions religieuses des gens. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que je leur demande de ne pas afficher une foi religieuse. Parce que quand on demande à être élu, on demande à être élu de tout le monde. Pas de femmes voilées sur les listes de toutes les religions. Pas de femmes voilées sur les listes France Insoumise, par exemple. Ni de kippa, ni de grosses croix. D'accord. Oui, parce que je pense que ça ne correspond pas à l'idée qu'on s'en fait. Et je le dis aux gens gentiment. C'est pas pour flétrir votre religion, ce n'est pas pour me moquer de votre piété, que je peux comprendre que vous ayez une croix, une kippa ou un foulard. C'est que lorsque vous vous présentez devant le peuple français, vous demandez à le représenter tel qu'il est. Or, les Français, il y a d'abord une énorme majorité de gens qui n'ont pas de religion, plus de 70% de la population, qui doit supporter ces numéros depuis des années, parce qu'on est drôlement patient, soit dit par parenthèse, et puis vous avez des juifs, des musulmans, des chrétiens, etc. Et tout le monde n'est pas d'ailleurs traité avec le même intérêt. Ce qui est infligé aux chrétiens à intervalles réguliers n'a pas l'air de mobiliser beaucoup de monde dans ce pays. Et moi, je trouve ça insupportable. Vous vous rappelez, une fois, il y avait une pub dans la RATP, il faisait une quête pour les chrétiens d'Orient. Et quelqu'un a dit « Ah, c'est pas la laïcité ». J'ai dit « Bah si, l'espace public, il appartient à tout le monde, on y fait ce qu'on veut. » Et puis souscrire
à une demande d'argent par solidarité pour des gens qui sont brimés du fait de leur religion, ben je suis d'accord. De même que je défends les musulmans rohingyas qui sont persécutés par les Birmans. Où est la difficulté là-dedans? Elle n'existe que si on décide de cibler une communauté. C'est la méthode la plus stupide pour combattre la religion en politique. C'est la méthode la plus stupide. Créer des comités ratapoils, faire des lois, s'amener sur la scène publique. Des fois, il faut des lois. Oui. Plus largement, Jean-Luc Mélenchon, il y a quand même aujourd'hui une tendance dans la gauche aujourd'hui, c'est parti des États-Unis, mais ça arrive en France, de ce que Marc Lilla a appelé la gauche identitaire. C'est-à-dire une gauche qui finalement ne parle plus trop du social et de l'économique, mais qui réinvestit les questions par exemple de race ou de genre, qui définit les gens non pas pour vous n'êtes pas un homme de gauche, je ne suis pas une femme de droite, mais vous êtes un vieux mâle blanc et je suis une femme une femme de droite. Est-ce que c'est pas aussi dangereux aussi ce retour de l'identité à gauche? Il y a un débat, attendez, il y a un débat intellectuel qui est intéressant. Moi, des fois, il me fait sourire parce que je me permets de rappeler à certains que Frantz Fanon, c'était les années 60. Donc, pour ce qui est de la décolonisation des imaginaires, on a un petit peu d'avance, on y réfléchit dans notre pays. Mais en tant que débat intellectuel, il m'intéresse beaucoup. Après, différentes écoles se présentent. Pour ma part, je suis universaliste. C'est-à-dire que je crois à l'existence d'une humanité universelle. Pardon ? Est-ce que vous ne sentez pas la question justement de l'universalisme menacée ou en tout cas discutée? Mais il faut arrêter d'avoir peur, des débats, il y en a eu tout le temps, tant mieux qu'il y en ait. Et tant mieux parce que des fois ça nous secoue. Écoutez, quand je suis allé pour les premières fois en Amérique du Sud, dans des pays comme la Bolivie, où 80% de la population sont des Indiens. Moi, je suis arrivé avec mes formules toutes faites. Oui, il y a tous la même chose. On m'a dit, écoute, c'est très bien ce que tu dis, sauf que ça fait 5 siècles qu'avec ce genre de mots, on opprime 80% de la population. Bon, j'ai dû chercher d'autres réponses. On débat. Accepter le débat, l'élan des idées, la confrontation avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Mais n'en faites pas pour autant une occasion de flétrir, injurier. Le débat, la confrontation, l'écoute, ça aura été le cas ce soir. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir été là. Merci beaucoup, Eugénie Bastier, d'être venu. L'actualité continue sur BFM TV.